tous. Aujourd'hui, dans Wildcard, on va retrouver Paul-Henri Mathieu. Celui qui nous a fait passer des heures devant Roland-Garros, que ce soit face à Rafael Nadal ou André Agassi. Celui qu'on a déjà l'impression de connaître, mais qui a quand même de très belles histoires à nous raconter. Bonjour Paul-Henri Mathieu. Jean-Marie. Je suis ravie de passer une heure avec toi. On se croise souvent, mais on n'a jamais eu l'occasion vraiment de discuter ensemble, puisqu'on va dans la même école avec nos enfants. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens à l'instant ? Qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui avant de venir en studio ? Alors d'où je viens, j'étais au Centre national d'entraînement où j'étais un petit peu avec les entraîneurs de la fédération avec qui j'ai passé un petit peu de temps. Et pour tout te dire, j'étais avec Julien Benneteau au téléphone il y a quelques minutes. Il va bien ? C'est tout, il va bien. Il va bien. On va revenir donc sur ta carrière et tout ce que tu nous as fait vivre à travers le tennis. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu étais quand tu étais petit ? Est-ce que tu étais un garçon timide, un garçon énergique ? Tu étais quel type de petit garçon ? Je ne sais pas si on est chaque fois la bonne personne pour se juger soi-même. J'étais quand même quelqu'un d'assez timide, mais si j'écoute mes parents, j'ai l'impression que j'étais aussi un petit peu hyperactif. Donc c'est pour ça que c'est pas simple de juger. En tout cas, ce qui est sûr, depuis le plus jeune âge, j'ai été passionné par la petite balle jaune. J'ai regardé le tennis à la télé. Mon idole de jeunesse, c'était Boris Becker. Et depuis que je l'ai vu à la télé, effectivement, moi, j'avais qu'une envie et qu'une passion, c'était le tennis. J'ai jamais pratiqué un autre sport. C'était le seul sport que j'ai pratiqué. Et j'étais omnibulé par ça. Tu as été bon tout de suite ? J'ai été bon tout de suite. Oui, je peux pas dire le contraire, effectivement. Tu avais quel âge, du coup, quand ton père il t'a amené à... J'avais 5 ans parce que... C'est petit. Alors, on n'a pas la même histoire, enfin la même version avec mon papa parce que... Alors, comment c'est possible ? Ouais, alors, je sais pas comment c'est possible, mais bon, j'avais 5 ans, mais pourtant j'ai l'impression que mes souvenirs sont bons. On m'avait refusé au club de foot parce que j'étais trop petit et le club de tennis était juste à côté. Et le club de tennis m'a accepté, donc j'ai commencé le tennis comme ça. Et j'ai fait que du tennis. Je suis resté dans ce club-là. Et mon frère qui jouait aussi, j'ai un frère 5 ans mon aîné, qui est prof de tennis aujourd'hui. Et il a aussi contribué à ma passion parce que forcément, par la force des choses, il faisait des tournois tous les week-ends. Mes parents l'emmenaient un petit peu partout. Et moi, j'étais dans le sac et je sortais une raquette à chaque fois. Et ma maman me lançait les balles pour pouvoir jouer. Et petit à petit, comme ça que ma passion est née aussi. Ta famille, elle a eu un grand rôle, on a le sentiment en tout cas dans ce lancement en tout cas de l'apprentissage du tennis, les parents qui t'accompagnent, ton frère qui joue avec toi. Oui, j'ai envie de dire, après, les parents ont toujours un rôle hyper important, surtout au démarrage. Effectivement, ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours appuyé ma passion, ils ont vu que j'étais passionné par ça. Ils m'ont accompagné, comme beaucoup de parents, sur tous les petits tournois qu'on fait un petit peu partout, tous les week-ends. Ma maman, me venait me chercher à l'école le soir, me déposer à l'entraînement. Et petit à petit, c'était plus que l'entraînement de tennis, c'était l'entraînement physique aussi, parce que j'avais des lacunes de ce côté-là. Donc, elle m'emmenait dans un autre endroit faire des entraînements physiques. Donc, ils ont toujours été très présents, sans me rajouter une pression supplémentaire, parce qu'ils m'ont toujours laissé un libre choix d'assouvir ma passion. Et à quel moment, alors donc, t'es bon petit ? C'est-à-dire, comment ça se concrétise ? C'est-à-dire que tu gagnes des tournois, on te sélectionne. Comment ça se passe justement au tennis, ce moment-là ? Alors j'ai été repéré très petit en club par la Ligue. J'ai commencé à disputer des tournois, effectivement, que j'ai gagnés très rapidement avec plusieurs années d'avance. Et petit à petit, les entraînements se sont intensifiés, les tournois aussi, les rassemblements, les stages. Je me souviens que j'avais fait des stages ici à Paris, à Roland-Garros. À l'époque, le centre national d'entraînement était là-bas. Et petit à petit, on faisait de plus en plus attention à moi, jusqu'au jour où on m'a proposé effectivement d'intégrer un sport-études national au Crêpes de Reims. Donc j'avais 11 ans. C'est vrai ce qui est tout petit. Ouais, mais aujourd'hui, avec du recul, ça paraît insensé. Jamais je laisserais partir mon fils aujourd'hui qui va avoir 10 ans à 11 ans. C'est vrai que ça paraît fou. Mais c'est vrai que mes parents m'ont toujours laissé le choix. Et ça n'a pas dû être facile pour eux parce que je suis le petit dernier. Donc effectivement, j'ai évoqué que j'avais un frère, mais j'ai une sœur aussi aînée. Donc laisser partir le petit dernier à 11 ans, loin de la maison, alors même si c'est pour assouvir sa passion,
Ça n'a pas dû être quelque chose d'évident pour eux. Mais nous, quand on est gamin, ben, forcément, on ne s'en rend pas forcément compte. Moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était voilà, de devenir joueur de tennis professionnel et d'être le plus fort possible. À aucun moment, tu t'es dit, je veux rester quand même à la maison? Parce Non. que 11 ans, on n'est même pas au collège, finalement. Non. Bah, je suis rentré au collège en sport-études. Non. Non, comme je dis, j'étais omnibulé par ça, quoi. Je pouvais regarder tous les matchs de tennis à la télé. Si on me disait je sais pas, d'aller courir tous les jours pour devenir fort, j'allais le faire. J'écoutais vraiment tout ce qu'on me disait pour être le plus fort possible. Je suis alsacien d'origine, j'ai été un petit peu élevé un petit peu à l'allemande. Donc voilà, j'étais bille en tête, c'était d'en faire mon métier. Et tu avais des copains quand même à cette époque? Comment ça se passe la vie sociale alors qu'on est petit et j'imagine tout ton temps libre a été consacré au tennis? Bah oui, parce que le temps libre finalement, c'est le week-end, mais finalement on est aussi amené à disputer des tournois. Donc je l'ai passé dans des clubs de tennis. Après, avec des copains, j'ai envie de dire oui, parce que je partageais la chambre avec Julien Benedetto, qui est journaliste aujourd'hui. Mais c'était le premier à qui j'ai partagé la chambre. Il y avait aussi Thierry Assion, Julien Jean-Pierre. Donc, même s'ils étaient un tout petit peu plus âgés que moi, forcément, quand on est ensemble 24/24, ça crée des liens. Et on était là aussi via le biais de la même passion. Donc, là, on arrivait à échanger relativement facilement surtout sur le tennis et tout ce qui est annexe. Mais effectivement, il y a une partie de jeunesse et d'adolescence qui est différente. C'est pas l'adolescence lambda qu'on connaît, que tous les jeunes peuvent connaître aujourd'hui. Mais ça, c'est des sacrifices dont on se rend pas forcément compte, parce que quand on a vraiment une idée bien en tête et qu'on veut vraiment aller quelque part, finalement, tout se fait plutôt naturellement. Ouais, tu t'es pas posé la question de... Là, j'ai envie de retrouver une vie normale. Je me suis jamais posé la question sur le fait de me dire je suis en train de passer à côté de ma jeunesse. Non, jamais. Alors j'ai eu des périodes de doute, comme tout le monde, et c'est normal parce qu'on est tous humains et à un moment donné, on se pose des questions. Mais jamais de là à tout remettre en question en me disant qu'est-ce que je fais là? Je passe à côté de ma vie. Parce que je me rendais aussi compte que c'était une chance inouïe de pouvoir essayer d'aller au bout de sa passion et de pouvoir en vivre. Donc j'avais vraiment conscience de ça et je voulais me donner le maximum de chance pour réussir. Et l'école dans tout ça? Ça se passait comment? L'école... j'allais à l'école, figure-toi. Non, j'allais à l'école. Alors, donc quand j'étais en primaire, c'était mes parents, surtout ma mère, qui faisaient des allers-retours, comme je l'ai dit, entraînement, tournoi. Ensuite, en sport-études, c'est des horaires aménagés. J'allais au collège le matin. Ensuite, on s'entraînait l'après-midi. Et ensuite, après le Reims, à 14 ans, je suis allé à l'INSEP. C'était la même chose, horaire aménagé. Donc, petit à petit, ça s'est fait. Ensuite, donc, je suis parti aux États-Unis quand j'avais 15 ans et j'ai continué l'école là-bas, ce qui m'a permis d'apprendre l'anglais. Et ensuite, j'ai repris les cours par correspondance et l'année du bac, ça a été compliqué. Finalement, je suis pas allé au bout parce que je bougeais partout, à droite, à gauche. C'est impossible à un moment donné. Ouais, c'est impossible, surtout en étant... Alors, c'est pas impossible. Alors, c'est encore plus compliqué quand on est loin et seul pour se structurer de ce côté-là. Effectivement, le seul petit regret que j'ai aujourd'hui, peut-être, c'est de pas d'être allé au bout, d'avoir passé le bac. Je sais pas si ça aurait changé grand-chose. Et sur le plan personnel, ça m'aurait fait plaisir d'aller au bout, mais bon. D'avoir ce petit diplôme comme tout le monde, voilà. De finir l'histoire. De finir l'histoire scolaire. Justement, tu parlais de la solitude, de devoir se structurer, mais c'est toi qui te disais... là, il faut travailler. Là, on va au tennis. Parce que finalement, tu as 11 ans, tu es au Krebs. On est entouré au Krebs, au sport-études. Mais on doit se prendre en main très vite, finalement, dans sa vie. Ah oui, on se prend en main très rapidement. À 11 ans, effectivement, je savais ce que je devais faire. Je me souviens, l'entraîneur physique, il nous disait de faire 200, 300 abdominaux par jour. Et je me souviens, les copains, ils ne les faisaient pas. Moi, je les faisais. J'en faisais même plus. Parce qu'en fait, je m'étais
m'étais mis en tête que voilà, je devais faire ça pour y arriver. Je me suis dit, si je veux être plus fort que les autres, il faut que j'en fasse plus. Donc, ça a été alors une qualité et aussi un défaut en même temps. Je voulais toujours en faire plus. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, peut-être que ça m'a rattrapé au cours de ma carrière parce que j'étais un petit peu fragile. Mais moi, je partais du principe, si tu veux être fort, il faut travailler et faire plus que les autres. Tu doutais pas beaucoup finalement de toi, de ce qui allait t'arriver, quoi. Ouais, alors c'est ce qui est étonnant, c'est que quand j'étais petit, pas du tout. Honnêtement, j'ai jamais douté. Je savais que j'allais en faire mon métier. Je pensais vraiment que j'allais être monstrueux, quoi. Je pensais que j'allais gagner un grand chelem, que j'allais tout faire pour gagner un grand chelem, mais mon rêve c'était d'être numéro 1 mondial. Voilà, j'avais ça comme objectif et j'étais prêt à tout faire pour y arriver. Et effectivement, avec l'âge, petit à petit, il y a une période de doute qui s'installe de plus en plus. Et au fur et à mesure et au fil de ma carrière, j'ai eu de moins en moins confiance en moi. C'est assez étonnant. Ouais. Pourtant, avec l'expérience, on dit qu'on acquiert plus de confiance en soi avec tout ce que l'on vit, etc. Toi, c'est genre le doute est rentré et ça a un peu mangé au fur et à mesure. Ouais, complètement. Le doute est rentré à un moment donné. Tu sais à quel moment c'est rentré ce doute ? Quand on a commencé à émettre des doutes sur ma capacité à réussir. Et ça, c'est quelque chose, je me souviens, une phrase d'un entraîneur que je peux pas bien évidemment nommer là, mais qui m'a dit que si je faisais pas ce qu'il faisait, si j'axais pas mon jeu différemment, j'allais jamais réussir. Et c'est la première fois qu'on avait un message, je trouvais, envers moi assez négatif, et ça m'a mis le doute. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être un petit peu plus attentif et effectivement aux choses un petit peu négatives qu'on pouvait dire. Et ça a été une porte d'entrée que j'aurais jamais dû laisser ouverte. Tu as quel âge à ce moment-là ? J'avais 14 ans. Ah oui, c'est jeune encore. Pourtant, t'es très fort jeune. J'avais tout gagné. Ouais. J'avais il n'y avait tout pas gagné. La place au doute, justement. Il n'y a pas la place au doute. Et aussi, peut-être que ça m'a desservi, effectivement, de tout gagner. Parce qu'effectivement, ça a boosté ma confiance que je pouvais avoir. Mais je ne savais pas ce que c'était de perdre. Je n'étais pas préparé à la défaite. Et quand, finalement, on se rend compte sur le circuit, ensuite, le vrai circuit, parce que à 14 ans, c'est quoi ? C'est des dessins animés. C'est pas la vraie vie. Donc, même si on apprend, mais j'avais pas appris à perdre. Et effectivement, on est amené sur le circuit à perdre toutes les semaines. Et sa façon à rebondir après les défaites est hyper importante. Et comme j'avais pas cette habitude-là jeune, quand j'ai commencé à perdre petit à petit, ce qui est tout à fait normal parce que sur le circuit et quand on est en junior et puis on grandit, on est amené à perdre toutes les semaines parce qu'on peut pas gagner les tournois toutes les semaines. Et je comprenais pas trop. Et c'est vrai que j'étais pas préparé à ça. Est-ce que c'est parce que c'est à la française ? La formation à la française ne prépare pas à perdre ? Est-ce que aux États-Unis, souvent, je trouve que la formation américaine est différente aussi. On a un discours qui est un peu plus, qui est différent aux États-Unis, effectivement, parce qu'on a un discours ultra positif et on progresse dans l'échec. Et effectivement, l'échec est parfois mal perçu, mal vu en France. Peut-être, mais en même temps, moi j'avais 14 ans. En général, quand on a 14 ans, on n'est pas amené à gagner tous les tournois. Moi, c'est vrai que j'étais un petit peu dans un parcours un petit peu différent parce que c'est vrai que je gagnais tout. Mais peut-être que j'aurais pu disputer peut-être moins de tournois dans cette catégorie-là et faire des tournois un petit peu dans la catégorie supérieure pour apprendre effectivement à perdre et pour me préparer justement à la vie sur le grand circuit parce que effectivement c'était pas la vraie vie de gagner toutes les semaines. Il n'y a pas cette remise en question qu'on a ensuite toutes les semaines sur le circuit qui est hyper importante. Et aujourd'hui, ce qui fait la force des champions et des plus grands, c'est comment ils rebondissent après les échecs. C'est ça qui fait leur force. Et justement, tu étais comment quand tu perdais ? Est-ce que c'est arrivé à un moment donné ? Tu étais dans quel état ? En général, quand je perdais, je parlais pas beaucoup. Je me renfermais sur moi-même. Ça m'est arrivé parfois de ne pas parler pendant quelques heures, et même sur le circuit, après plus tard, pendant, pas quelques jours, mais pendant une journée, ça m'est déjà arrivé de ne pas parler. Et justement, je réagissais finalement pas bien parce que finalement, une défaite, oui, on est amené à faire des tournois toutes les semaines, mais une défaite, c'est pas si grave. Le but, c'est de pouvoir repartir le lendemain à l'entraînement, pouvoir essayer d'améliorer ce qu'on n'a pas su faire
cette semaine-là et repartir au travail pour pouvoir s'améliorer de semaine en semaine. Et souvent, je me suis concentré un petit peu trop sur le résultat immédiat. C'est un regret, ça? De te dire que tu n'avais pas eu cette clé, justement, d'apprendre à perdre, que ça aurait peut-être changé quelque chose dans la manière dont tu as abordé après certains rendez-vous ou juste la vie sur le circuit? Oui, je pense que c'est un regret, c'est toujours, j'aime Oui, pas c'est avoir un des grand regrets, mot, mais mais ça aurait pu m'aider, effectivement, parce que ça m'aurait aidé justement à appréhender certaines choses et à dédramatiser certaines défaites, parce qu'effectivement, défaite, ça fait mal, on a tous envie de gagner. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est comment on réagit après ces défaites. C'est ça le plus important. Et le résultat, c'est une finalité en soi, mais c'est comment on arrive à ce résultat. Et c'est tout ce process, en fait, qui est hyper important. Et je pense que j'attachais pas assez d'importance à ce process-là. Effectivement, se concentrer trop sur le résultat immédiat, ça rajoute aussi une certaine pression. Et ça aurait pu me permettre de temps à autre, justement, m'enlever une certaine pression que je pouvais me mettre. on peut pas penser à tout seul. Faut être un peu accompagné aussi à un Non, moment oui, donné. alors, je peux pas dire que j'ai pas été accompagné. Alors effectivement, on peut toujours tout refaire après coup. J'ai eu des super entraîneurs, des bonnes structures. Voilà, parfois aussi, une carrière se fait aussi par certaines rencontres. J'en ai eu, peut-être, certainement, parfois pas au bon moment. Mais bon, après, c'est la vie qui est comme ça. Et c'est toujours en regardant derrière qu'on se rend compte après Exactement, de oui. ce qui nous a aidé et ce qui nous a un petit peu moins aidé. Quelle était ta relation avec tes entraîneurs? Parce qu'un joueur de tennis, il est toujours assez proche de son entraîneur. Il vit avec quand il est sur le circuit. Est-ce que c'est des relations quotidiennes? Comment ça se passe justement ce truc-là? Ouais, on a des relations quotidiennes. On est un petit peu comme un couple parce qu'on est amené à passer toute la journée ensemble, à voyager ensemble, à prendre quasiment tous les repas ensemble. Donc, il y a une vraie proximité qui s'installe. Mais c'est ton employé en même temps? Et en même temps, oui. Et donc, je pense que c'est important d'instaurer une relation de confiance, de sentir aussi que l'entraîneur est ouvert, que nous, on est ouvert. Et je pense que les premiers contacts sont hyper importants parce que pour pouvoir avancer, il faut avoir la meilleure communication possible. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de se livrer dès le départ. Moi, j'étais parfois quelqu'un d'assez renfermé, qui gardait beaucoup de choses pour soi. Donc, parfois, au début de certaines relations, c'était assez compliqué. Mais une fois que la confiance s'instaurait, j'arrivais le faire plutôt bien. Aujourd'hui, effectivement, quand je discute avec des jeunes ou avec des joueurs ou des joueuses qui sont sur le circuit et qui changent d'entraîneur, c'est vrai que c'est le message que j'essaie de leur faire passer, d'essayer de s'ouvrir au maximum et de tirer le maximum que ce que l'entraîneur peut apporter. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Aujourd'hui, il y a les préparateurs mentaux qui ont une place importante dans les staffs des joueurs. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'aurait plu de travailler comme ça avec quelqu'un sur cet aspect-là, puisque c'est assez neuf finalement, pour que ce soit en sport individuel ou en sport collectif? Alors, je sais pas si c'est quelque chose de neuf. Je pense que c'est moins tabou qu'auparavant. Parce que moi, à 11 ans, quand j'étais en sport-études à Reims, donc j'avais une préparatrice mentale qui travaillait avec notre pôle, qui travaillait aussi à l'INSEP avec des escrimeurs que j'ai vu régulièrement, que j'ai continué à voir dans différentes phases de ma carrière. Donc, alors peut-être que je l'ai pas assez utilisé ou j'ai pas assez exploré cette piste, effectivement, parce que souvent mon défaut, c'était pas le coup droit, revers, hein, c'était plutôt la gestion des émotions, comment j'ai appréhendé des grands rendez-vous, m'enlever une certaine pression. Et effectivement, j'ai pas assez, je pense, exploré cet univers-là. Mais je peux pas dire que je l'ai pas travaillé parce que je l'ai fait par période. Effectivement, aujourd'hui, alors j'aime pas trop ce mot préparatrice mentale, c'est parce que pour moi, c'est une personne qui fait partie intégrante aujourd'hui de la cellule d'entraînement. Comme on travaille son coup droit, son revers, et on travaille aussi sa gestion des émotions, comment on appréhende, je sais pas, un moment un peu plus serré dans un match, une fin de match, une balle de match, pas une balle de break, je dis n'importe quoi, mais enfin, on passe par tellement d'émotions tout au long d'un match ou des moments de tension aussi avant un tournoi, avant un grand rendez-vous, la peur de mal faire. Donc, pour moi, c'est important de se livrer de ce côté-là et c'est un entraînement qu'on doit faire
régulièrement. Et je veux dire, c'est quelque chose qu'on doit travailler, comme quand on travaille un coup droit, un service, son endurance. Et il y a des joueurs qui ont besoin de travailler plus que d'autres, comme il y a des joueurs qui ont besoin de travailler plus leur service que d'autres. Alors, tu as gagné tout quand tu étais jeune, tu arrives sur le circuit professionnel. Raconte-nous justement cette transition, comment ça se passe entre ce moment des dessins animés, comme tu dis, de la jeunesse, etc. Direction le monde pro et le circuit ATP. Est-ce que la marche, elle est vraiment haute? Oui, c'était dur. La marche, elle est très haute. Pourtant, j'avais tout gagné. Tu étais prêt? Et je pensais être prêt. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je ne m'étais pas préparé à perdre. Et quand j'ai commencé à perdre de plus en plus régulièrement, ça m'a fait bizarre. Et effectivement, j'ai commencé à avoir de plus en plus de doutes par rapport à ça, parce que je ne m'étais pas préparé à enchaîner les défaites, en tout cas régulièrement. Je ne perdais pas au premier tour à chaque fois, mais je gagnais moins régulièrement qu'auparavant. Donc, j'ai eu un petit temps d'acclimatation, si on va appeler ça, justement sur le circuit pro. Et ce qui a été d'autant plus difficile, c'est que tous les jeunes que je battais plus tôt commençaient à me passer devant, quoi. Donc, moi, je ne comprenais pas. Je pensais que j'étais largement meilleur qu'eux. Et j'en voyais un me passer devant au classement, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et à un moment donné, forcément, on se pose la question, on se dit, est-ce que finalement, j'étais pas bon jeune et je suis amené à être moins bon maintenant? Est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne voie? Des questions, des périodes de doute qu'on peut tous avoir à un moment donné. Donc, oui, la marche était haute. Quand on parle de transition junior-senior, effectivement, il y a une vraie transition difficile, même si on a été fort jeune. Donc, il faut être préparé à ça. Et quelle est la plus importante préparation, selon toi? C'est une bonne question. La préparation la plus importante, c'est d'essayer d'avoir un objectif moyen à long terme et de se dire il faut travailler. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a été bon jeune que la transition va se faire naturellement. Plus on grandit, plus on vieillit et plus on arrive sur le circuit, plus ça va être difficile parce que l'avance physique qu'on pouvait peut-être avoir dans les catégories jeunes, elle s'amenuise forcément parce que les joueurs sont plus âgés sur le circuit. Ça fait plusieurs années qu'ils disputent des tournois professionnels. Ils n'ont qu'une envie aussi, c'est de ne pas laisser les petits jeunes arriver. Donc forcément, c'est des morts de faim sur le circuit, surtout sur les tournois futurs, challenger. Donc voilà, pour tracer sa route, le départ est vraiment difficile. Donc il faut vraiment avoir cette constance dans l'effort et aussi de savoir rebondir après les défaites, d'être persuadé qu'on est sur le bon chemin, sur la bonne route, d'avoir la bonne attitude et aller bien en tête au travail et dire je continue, on travaille, à un moment donné, ça va passer. Tu t'es jamais dit j'arrête? Si, ça m'a traversé l'esprit. Ouais. Ça m'a traversé l'esprit. Une fois, j'étais en Argentine, je disputais un circuit satellite, ce qui n'existe plus aujourd'hui, c'est l'équivalent des tournois futurs. Vraiment, tournoi un peu troisième catégorie. Et j'avais perdu 6-0, 6-0. Donc, sur terre battue contre un joueur qui avait mon âge. Mais quelqu'un que je battais 6-0, 6-0 2 ans auparavant. Et au premier tour, au fin fond de je ne sais plus de quel club. Et là, je me suis dit, finalement, je crois que ça va être plus difficile que prévu. Et j'ai commencé à avoir vraiment des doutes sérieux. Des doutes sérieux. Et je me souviens, j'ai eu une discussion avec mon papa au téléphone. C'est la première fois qu'on avait vraiment une discussion très franche. Et en général, il ne s'immisçait pas trop dans le tennis, dans mes résultats. Mais là, il voyait que j'étais dans une période difficile. Il me disait, après, si je me rends compte que c'est trop dur, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, je peux arrêter. Je peux reprendre l'école, les études. Et je pense que d'un côté, ça m'a un petit peu soulagé parce que j'ai senti qu'ils ne me jugeaient pas et que finalement, ils étaient là aussi pour m'accompagner. Et voilà, donc j'ai eu 2-3 jours de doute et je suis reparti après au boulot. Parfait, t'as bien fait quand même, parce que ça a peut-être été difficile, t'as quand même eu des résultats. Qu'est-ce que t'as fait de tes premiers gains? Alors, c'est pas les gains qu'on a aujourd'hui, mais bon, je vais pas me plaindre, bien évidemment. Mais alors, les premiers gains, et en fait, comme j'étais fort très jeune, j'ai eu des partenaires très jeunes. Et
tout le temps. Et dès le départ, ça m'a aidé aussi à financer ma structure. C'est vrai que quand je suis parti de la fédération, donc après l'INSEP, je suis parti aux États-Unis. Ça m'a permis aussi de payer ma structure chez Bolly Thierry. Donc, je m'entraînais là-bas donc pendant 3 ans. Et pour moi, il fallait que j'investisse dans ma structure pour pouvoir progresser. Donc, les tout premiers gains des partenaires, ça a servi à ça. Ensuite, quand j'ai commencé petit à petit à toucher des gains sur le circuit, je me souviens, la première fois que j'ai fait 8e de finale à Roland-Garros, je crois que c'était 60 000 € en 8e de finale. J'avais appelé mon père, donc j'avais 20 ans quand même. J'avais appelé mon père pour savoir si je pouvais m'acheter les nouveaux téléphones à Samsung là, en couleur qu'on repliait. Donc j'ai toujours fait assez attention. Et ensuite, quand j'avais investi dans ma structure, j'ai acheté un appartement. Jamais de folie? Alors si, quand on est jeune, après, quand on commence on peut à gagner, se faire plaisir aussi quand même. Quand on est jeune, quand on commence à gagner un petit peu d'argent, forcément, on veut faire des folies. Et j'avais un rêve de gamin, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on veut en premier? C'est s'acheter une voiture de sport. Donc je me suis dit, je m'achèterai la voiture de sport quand je gagnerai mon premier tournoi ATP. C'était une Porsche. J'ai rêvé d'une Porsche. Et j'ai attendu, effectivement, de gagner mon premier tournoi ATP pour m'acheter la voiture. Ouais. J'avais 25 ans. C'est pas mal quand même. Alors, tout le monde ne peut pas le faire. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, j'avais gagné à 20 ans, mais j'avais pas encore ce rêve-là parce que de m'acheter une voiture de sport, parce que pour moi, c'était vraiment la priorité d'investir. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça serait quand même bien d'avoir une voiture, c'est sympa, tu fais des efforts. Et en fait, donc, à 20 ans, après ces 2 premiers titres, je me suis dit, c'est le prochain tournoi. Je pensais que ça allait arriver dans quelques mois, en fait. Et après, je me suis fait avoir, j'ai attendu 5 ans. Tu l'as encore, ta voiture? Je l'ai vendue à mon beau-frère, qui l'a revendue depuis. On va revenir aux sportifs et j'aimerais qu'on écoute un petit extrait. C'est sûr, ça va être très dur, mais bon. Il y a 2 bras, 2 jambes comme tout le monde et je vais essayer de faire le maximum. Est-ce que tu te souviens de qui tu parlais? Je dirais André Agassi. Ouais, c'est ça. Avant de le jouer en 8e de finale. Exactement. À Roland-Garros. Ouais, alors j'avais encore des périodes, alors même si je commençais déjà à avoir quelques périodes de doute, mais j'avais des périodes où je me remémorais comment j'étais à 14 ans, où j'avais peur de personne. Et effectivement, j'attendais ce moment-là depuis tellement longtemps. Là, on parlait de cette transition difficile et effectivement, je ne pensais pas que la marche était aussi haute. Et entre 18 et 20 ans, ça a été difficile. J'ai ramé pour monter petit à petit au classement. Et comme je l'ai dit, voir les autres me passer devant, ça m'a fait mal. Et là, en 2002, à Roland-Garros, je sens qu'il y a eu un déclic. Et tout de suite, à nouveau, tous les voyants se sont mis au vert et j'ai commencé à nouveau à rêver, aux rêves que j'avais quand j'étais gamin. Et donc, j'y gagne mes 3 premiers matchs en jouant de manière complètement insouciante. J'avais peur de rien. Je pensais que je pouvais battre tout le monde. Et là, j'arrive en 8e contre Agassi. Honnêtement, je pensais que j'allais le cirer. Ouais. Parce que j'ai rêvé de ça depuis tout petit. Et je me suis dit, maintenant j'ai attendu. Enfin, je vais pouvoir jouer sur le central. J'avais jamais joué sur le central. Parce que le match précédent, c'était contre Jerry Novak, j'avais joué sur le Suzanne England. Et avant, Fabrice Santoro sur le court numéro 1. Et voilà, c'était jouer sur le central, devant sa famille, devant Agassi. C'était un rêve de gosse. Et je me suis dit, 8e, pourquoi pas aller plus loin, quoi. Bah oui, pendant qu'on y est, quand même. Et ça fait quoi alors de jouer sur le central alors qu'on en a rêvé? T'as dû t'imaginer sur le central des centaines de fois. Ah, mais pas des centaines de fois, des dizaines de milliers de fois. Quand j'étais gamin, je sais pas si je m'endormais une fois sans penser à gagner Roland-Garros un jour. Je m'imaginais, je me voyais jouer sur le court central, soulever la coupe, jouer contre je sais plus qui, contre tout le monde. J'ai joué contre tous les joueurs sur le court central. Donc effectivement, quand je suis arrivé sur le central, j'ai pas été forcément surpris par le court parce que en fait, je m'étais tellement imaginé jouer sur ce court que ça s'est fait plutôt de manière naturelle. Par contre, effectivement, d'avoir Agassi de l'autre côté du filet, au départ, ça a été un petit peu bizarre. J'ai dû faire abstraction de ça très rapidement parce que je l'avais tellement vu à la télé, j'avais vraiment l'impression d'avoir un écran de télé de l'autre côté du filet. Donc voilà, je me souviens en début de match, j'ai vraiment dû faire un effort sur moi-même en me disant, oublie qui est en face, tu peux battre n'importe qui et on y va, quoi. Qu'est-ce qui t'a manqué ce jour-là, justement, pour le cirer une bonne fois pour toutes? Alors,
pas grand-chose et beaucoup de choses en même temps. Je mène 2-7-0 et j'ai continué à jouer de la manière dont je jouais depuis le début du tournoi, sans penser à rien, avec cette insouciance de jeunesse, en pensant que j'allais gagner Roland-Garros. Et j'étais coupé dans mon élan quand il n'y a plu. On a été interrompu par la pluie. Je suis allé au vestiaire et là, je me suis dit, mais je gagne, je suis en train de gagner, quoi. Et ça a été l'erreur, ça a été le début, pas le début de la fin, parce qu'après, bien évidemment, il y a eu match jusqu'au bout, mais ça m'a effectivement coupé dans mon élan parce que je me suis imaginé gagner. Et les matchs d'avant, finalement, j'étais juste à l'instant T, à l'instant présent, je vivais le moment à fond et je kiffais de vivre justement ce moment-là sans penser au résultat final. Et effectivement, quand je suis allé dans le vestiaire, quand je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas loin de remporter le match, j'ai commencé à jouer un petit peu différemment quand on est revenu sur le court. Lui, je me souviens, il a changé complètement de tactique, ça m'a un peu perturbé. Et j'ai eu du mal à reprendre le dessus. J'ai repris un petit peu le dessus dans le 5e. Mais j'avais cette petite voix dans la tête en me disant tu peux gagner. Ouais. Ouais, tu peux gagner. C'est Agassi en face, t'es sur le central. Et cette voix que j'avais pas dans les 2 premiers sets. Ouais. Et donc cette voix, j'ai pas réussi à la chasser. Et pourtant, je menais 3-1, balle de 4-1 dans le 5e. Et finalement, non, malheureusement, j'ai perdu. On va écouter un autre extrait. Encore une fois, Roland Garros, évidemment. Elle est faute, et le break est là, et le 7 est là pour Paul-Henri Mathieu, ovationné par le public du central. Mais dites-moi, c'était tendu, 1h33 de jeu. 1h33 de jeu, on est face à Rafael Nadal, on est au 3e tour, on est en 2006. Le fameux match face à Rafael Nadal, on s'en souvient tous. Paul-Henri, franchement, on a tous été devant notre télé à te voir gagner, clairement, face à Rafael Nadal. Est-ce que c'est aussi un match dont tu te souviens très bien ? Ouais, je me souviens bien du match. Alors, pas de tout en détail, mais je m'en souviens. Alors, je sais pas si devant la télé, vous pensiez que j'allais gagner. Si. Moi-même, même à la fin du premier set, j'ai essayé de m'efforcer à rester dans le match et pas à me projeter, justement, parce que comme la défaite d'Agassi m'avait apporté une certaine expérience de ce côté-là. Et je savais que la route allait être encore longue. Mais c'est vrai que c'était un match incroyable. Lui, en plus, il est arrivé, je crois qu'il avait gagné 1 ou 2 Roland. Ouais. Et on savait qu'il allait en empiler quelques-uns. Alors, autant qu'il a aujourd'hui, je ne sais pas. Mais il était jeune, il avait cette insouciance de jeunesse. Physiquement, c'était un monstre. Et il avait peur de rien. Et effectivement, je m'attaquais avant le match à une montagne. Tout le monde se souvient de ce match et tu dis que tu adorais jouer contre lui. Alors, adorer. Non, mais oui, bon. non. Je préférais jouer contre lui que contre Roger Federer. Parce que Roger Federer, son jeu m'embêtait beaucoup plus parce qu'il jouait beaucoup plus en changement de rythme. Il arrivait vraiment à me faire déjouer. Tandis que Rafael Nadal jouait plutôt dans des filières longues. Et moi, je préférais jouer dans des filières longues parce que j'avais le temps justement à poser mon jeu. Si j'étais un petit peu tendu, je pouvais jouer un petit peu plus sur mon physique. Ça permettait de me relâcher petit à petit. Ce que j'arrivais pas à faire avec Federer. C'est pour ça que j'avais dit effectivement, j'aime bien le jouer. En fait, je préférais jouer Rafael Nadal ou Djokovic qu'un Roger Federer. On va revenir à Rafael Nadal qui vient de remporter son 21e Grand Chelem. Quel chiffre incroyable. En plus, il y en a 2 autres qu'on en 20 quand même autour de lui. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, de voir ce joueur-là contre qui tu as joué, avec qui tu as grandi aussi, remporter 21 Grands Chelems, avec tout ce qu'il a traversé et il revient d'une grande blessure aussi. Ouais, honnêtement, il n'y a aucun mot, aucun adjectif pour qualifier ce qu'il est en train de faire. C'est complètement fou, c'est surréaliste. On pensait jamais qu'il allait encore jouer à cet âge-là. Donc, et jouer ce niveau encore à cet âge-là, c'est complètement dingue. Je me souviens quand il est arrivé sur le circuit, personne pensait, imaginait qu'il allait jouer au-delà des 30 ans. Et encore 30 ans, ça paraissait le bout du monde pour lui. Et petit à petit, avec l'humilité qu'il peut avoir, il a réussi à s'adapter. Alors effectivement, il a été fragile de temps à autre. Il a su un couper quand il fallait. Et quand il revenait, on voyait qu'il y avait des améliorations dans son jeu. Alors aujourd'hui, il est peut-être moins physique qu'avant. Ça, je peux vous le garantir. Mais par contre, c'est un joueur de tennis qui est beaucoup plus complet. Donc tout au long de sa carrière,
il a réussi à combler ce déficit physique en s'améliorant techniquement, tactiquement et dans la gestion de ses émotions. Souvent, le sportif joue avec une douleur de toute façon pour continuer malgré les pépins physiques. Est-ce qu'on s'y habitue à cette douleur ? Est-ce qu'on s'habitue aux douleurs ou à cette douleur ? Malheureusement, oui. Oui, parce que ça fait partie, malheureusement, de la vie d'un sportif de haut niveau, d'avoir des douleurs, de se lever le matin avec des raideurs ou des douleurs et de s'y habituer et de réussir et d'apprendre à jouer avec, bien évidemment dans la mesure du possible, quand c'est possible. Mais ça fait partie du quotidien du sportif. Et effectivement, quand ça devient trop récurrent ou que les douleurs deviennent trop importantes, sur le plan émotionnel et psychologique, ça devient très dur. Et il est où le plaisir quand on joue comme ça avec la douleur ? Il n'y en a pas beaucoup. On se raccroche au fait que, on espère que ça va passer à un moment donné, que c'est une mauvaise période à passer, que tout va rentrer dans l'ordre. Et on se refuse le droit d'abandonner parce qu'on a fait tellement de sacrifices. On se dit ça peut pas s'arrêter comme ça par le biais d'une douleur qui est trop intense. Et finalement, parfois, petit à petit, comme je l'ai dit, on joue avec. La douleur, elle est toujours là. Et en fonction, et bien évidemment, du degré de la douleur, on l'oublie. Et après, elle revient. Elle revient. Après, il n'y a pas de secret. Et la recette miracle, c'est on est beaucoup sous anti-inflammatoires. Moi, j'ai joué une grande partie de ma carrière sous anti-inflammatoires. Et effectivement, parfois, comme je l'ai dit, psychologiquement, c'est usant. Tu as dû te faire opérer, donc après, à cause de ces douleurs, justement. On t'a cassé la jambe pour te la remettre droite. Pourquoi tu as continué ? Tu aurais pu arrêter et puis te retaper et te lancer dans une autre vie ? Ouais, j'aurais pu. Alors, je dis pas que je l'aurais pas fait si j'avais été un petit peu plus âgé. Je trouvais que j'étais jeune pour arrêter et je voulais m'interdire aussi d'arrêter sur blessure. J'avais 29 ans, c'était dans ma 30e année. J'avais fait beaucoup de sacrifices tout au long de ma carrière, comme tu l'as compris, dès le plus jeune âge, où j'avais malheureusement pas rempli les rêves que j'avais en étant plus jeune. Je me suis dit non, je peux pas arrêter comme ça et je me suis dit je vais essayer. Alors quand j'ai subi cette opération, j'ai subi cette opération parce que dans la vie de tous les jours, j'étais handicapé. J'étais obligé de la subir, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive sur le plan tennistique. Et une fois après avoir subi cette opération, je me suis dit, de toute façon, autant essayer. Je vais essayer. Je vais être un petit peu renseigné à droite, à gauche. Ça s'était jamais fait dans le tennis, en tout cas. Auparavant, ça s'était fait dans le foot, où il y avait quelques joueurs de foot qui avaient subi ce genre d'opération et qui n'étaient pas forcément revenus. J'en avais eu quelques-uns au téléphone. Et je me suis lancé ensuite. Ça a été un défi personnel. Un défi complètement personnel. Je me suis dit... ça n'a jamais été fait, je vais le faire. Ça a été très dur au départ à accepter parce que je savais pertinemment que j'allais jamais retrouver mon niveau de jeu et mes capacités physiques. Et donc ça a été un gros travail sur moi-même que j'ai dû faire en disant tu vas rejouer. Mais les rêves que tu avais avant, même s'ils commençaient à s'éloigner, là tu les oublies complètement. Il faut repartir sur autre chose, trouver d'autres objectifs, être très procéduré dans chaque phase de reconstruction et j'ai tout repris depuis le départ et je me suis lancé. T'as des douleurs aujourd'hui ? Quasiment pas. Alors ce qui est certain, c'est que j'aurais signé pour être là où j'en suis aujourd'hui sur le plan des douleurs, surtout au niveau du genou. Je peux jouer au tennis, je peux même faire du ski. Alors attention, je fais quasiment plus de sport. J'ai un peu honte de le dire, mais pour l'instant, j'arrive pas à m'y remettre. Donc j'en fais vraiment périodiquement, mais vraiment pas du tout de façon intense. Donc je mets aucune charge sur mon genou. Et par contre, dans la vie de tous les jours, non, j'y pense pas. Tu te remets pas au sport parce que t'as pas envie ou parce que t'as pas envie d'avoir mal alors je sais, c'est une bonne question. Pas envie d'avoir mal, je sais pas. Peut-être. Alors je répondrai directement non, mais inconsciemment peut-être. J'arrive plus à trouver la motivation, effectivement, d'avoir cette routine où je me fais mal, entre guillemets, en allant au sport tous les jours, en m'octroyant 1 heure, en me disant, allez, il faut transpirer, il faut un peu se dépenser.
Je l'ai tellement fait pendant si longtemps où je me suis forcé parce que c'était pas une partie de plaisir à chaque fois. Hein. Parfois, j'y allais, j'avais pas envie. Donc, je passais au-dessus à chaque fois. Je m'écoutais très rarement. Et aujourd'hui, je m'écoute un petit peu plus, un petit peu trop. Donc, je suis passé d'un extrême à l'autre. Voilà, je pense qu'il y a un certain temps à laisser passer. Même si aujourd'hui, maintenant, ça date. Hein, ça fait quelques années que j'ai pris ma retraite. Mais par contre, petit à petit, je rejoue de plus en plus régulièrement, donc avec des plus jeunes ou même avec des joueurs ou joueuses. Là, je prends du plaisir. Mais aller faire mon sport tout seul, aller courir ou faire une séance de gym, pour l'instant, j'y arrive pas. Pourtant, pendant le confinement, je m'étais installé une petite salle de gym à la maison. Je me suis dit, ça va me motiver de voir la salle de gym. Et non, je m'allonge et je fais une série d'abdos et je me relève et je repars. Aussi papa alors que tu étais sur le circuit, tu t'es marié également. Est-ce que c'est difficile d'avoir cette vie de famille et d'être joueur de tennis professionnel? Alors oui, c'est pas simple. Alors on aura chacun une réponse différente parce qu'on apprend tous, chacun les choses différemment. Et on a un ressenti différent. Oui, moi ça n'a pas été simple. Ce qui est sûr, c'est qu'en début de carrière, j'aurais jamais pu avoir un enfant et ensuite de devoir voyager toutes les semaines, de devoir le quitter à chaque fois, surtout quand il commence à avoir l'âge et de comprendre qu'on part et qu'on va revenir dans quelques semaines. Donc, c'est pas simple. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai arrêté. J'aurais pu effectivement pousser 1 année ou 2 années de plus, mais ça commence à être dur avec mon grand qui va avoir 10 ans. Il commençait à comprendre que je partais régulièrement. Il me demandait « tu reviens quand ?» Et en même temps, je voulais jouer jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce que j'avais fait comme métier. Donc, je m'étais dit 5 ans, c'est un bon âge. Et sur quelques tournois en France, il a pu venir. Je le fais venir 1 ou 2 fois sur le court. Voilà, c'est des moments qui marquent. On a pu prendre des photos. Donc, pour les souvenirs, c'est toujours sympa. Mais c'est pas évident, hein, familièrement, de concilier vie de famille et vie sur le circuit. C'est compliqué. D'autant plus quand on a des enfants. Mais même quand on n'a pas d'enfants, effectivement, c'est... De ce côté-là, il y a des sacrifices, hein, que ce soit pour la femme ou le mari, ou pour la personne qui est sur le circuit. Quel a été le rôle de ton épouse, justement, auprès de toi en tant que joueur? Est-ce que c'est quelqu'un auprès de qui tu te confiais ou pas trop? Tu séparais bien un peu tout? Non, tout ça? je pouvais me confier. En tout cas, elle a toujours été à l'écoute. Elle a toujours compris que parfois on réagit aussi de manière égoïste et que beaucoup de choses tournent autour de notre carrière. Donc ça, elle arrivait vraiment à faire la part des choses et qu'elle comprenne ça, ça m'a aidé et soulagé tout au long de ma carrière. Et pour moi, rien que ça a été un accompagnement hyper important, voilà, pendant toutes les années que j'ai pu passer sur le circuit. Et je sais que, bien évidemment, avec du recul, ça n'a pas dû être évident à faire et évident à accepter tous les jours pour elle. Donc voilà, c'est pour ça aussi que maintenant, je voyage moins et que je passe plus de temps en famille. Tu dis d'ailleurs que la retraite, c'est une déprogrammation. Est-ce que tu es déprogrammé aujourd'hui? Ah ouais, oui, ça n'a rien à voir. Effectivement, quand on est sur le circuit, quand on est omnibulé par quelque chose, quand on a des objectifs à court, moyen, long terme, on vit dans un monde parallèle. Aujourd'hui, c'est pas la vraie vie. Le jour où j'ai arrêté, le lendemain, je me suis réveillé. J'avais l'impression qu'on avait transpercé une bulle. J'étais sorti de la bulle. Et en fait, on est un peu dans une sorte de machine à laver, dans une bulle qui flotte et dans un monde un peu virtuel. Donc, il y a une déprogrammation ensuite à faire qui se fait au fil du temps. Mais c'est vrai qu'on a une programmation qui est complètement différente quand on joue parce que beaucoup de choses tournent autour de nous. Et on est obligé d'avoir un côté un petit peu égoïste parce que voilà, c'est notre carrière. Toute la programmation est faite par rapport aux tournois qu'on peut faire, aux périodes d'entraînement, aux blessures qu'on peut avoir, la rééducation. On prend les vacances en fonction du calendrier des tournois. Donc, tout tourne autour de ça. Et effectivement, le jour où ça s'arrête, tout ça part en fumée, quoi. Et donc, même si on y est préparé, c'est pas simple. C'est pas simple. Et encore, moi, j'ai eu la chance, j'avais une famille, j'ai ma femme, les enfants, donc on part sur autre chose. Mais parfois, je me mets à la place, effectivement, de joueurs ou de joueuses qui sont parfois seuls, sans famille.
ça doit pas être évident. Se reconnecter aux gens aussi, ça doit pas être évident. De se reconnecter aux gens. Alors, encore une fois, on est chacun différent, donc on réagit chacun de manière différente. Il y en a qui ont le contact plus facile que d'autres, mais si effectivement on a tendance à être un petit peu introverti, pas être hyper avenant et aller au contact des gens extérieurs, ça peut être problématique, effectivement, parce que du jour au lendemain, tout s'arrête. Avec le recul, t'es fier de ta carrière ? Oui, je peux pas. Je suis fier de ma carrière, effectivement. J'espère bien quand même. Ça serait dur. Bien sûr, je suis fier de ma carrière, mais comme tu l'as compris, quand j'étais jeune, j'espérais plus. Et au fur et à mesure du temps, tout au long de ma carrière, je me suis rendu compte que j'allais pas réussir à obtenir les rêves que j'avais étant gamin. Donc, je m'en fixais d'autres. Donc, ça a été difficile à chaque fois à accepter. Mais bon, on repart sur autre chose. Ça demande aussi beaucoup d'humilité pour repartir de zéro, reprendre d'autres objectifs. Mais oui, je suis fier d'avoir su rebondir régulièrement après de nombreuses blessures. Ça, c'est ma plus grande fierté. Ouais. Et effectivement, après, quand on est sportif de haut niveau, on veut toujours plus. Oui, j'ai gagné 4 tournois, j'aurais voulu en gagner 10. J'aurais voulu aller en demi ou au final d'un tournoi du Grand Chelem. Mais si j'avais été en finale, j'aurais voulu en gagner un. J'ai été 12e. Mais oui, j'aurais été 10e. J'aurais voulu être 10e. Mais 10e, j'aurais voulu être 5e. En fait, ça s'arrête jamais. Donc, et c'est ce qui fait aussi la force des plus grands, c'est qu'ils arrivent à chaque fois à se remettre en question, à aller chercher à ce petit détail supplémentaire pour aller chaque fois chercher la marche d'après. Mais je suis quand même content et fier d'avoir réalisé ce que j'ai pu faire. Tu rêvais d'être numéro 1 mondial quand tu étais petit. Tu rêves de quoi aujourd'hui ? De Porsche ? Non, alors pas du tout. Non. Je rêve de quoi aujourd'hui ? Non, mais là, à très court terme, dans ma mission que j'ai à la fédération, c'est de pouvoir transmettre du mieux possible, effectivement, l'expérience passée que j'ai pu avoir, parce que j'ai fait un nombre incalculable d'erreurs, je pense, qui peuvent être évitées. Et j'ai pas honte aujourd'hui de le dire, mais justement, si ça peut éviter une perte de temps pour certains et certaines, je serais hyper fier. Alors, il y en a qui seront plus à l'écoute que d'autres, mais c'est pas grave. Si ça peut en aider ne serait-ce que 2 ou 3 et que ça peut leur permettre d'aller plus haut, pour moi, ça sera quelque chose de gagné. Donc voilà, donc à très court terme, je suis hyper content déjà de pouvoir me réinvestir dans la vie tennistique. C'est pas forcément quelque chose que j'avais calculé et dont j'avais envie quand j'ai arrêté, parce que je voulais sortir un peu de ce microcosme tennistique. Je dis pas que je vais y rester toute ma vie, mais en tout cas, maintenant, je suis dedans pendant quelques années. Et j'espère pouvoir transmettre du mieux possible. Et voir un Français gagner un Grand Chelem. Oui, bien sûr. Mais la route est longue, comme tu l'as compris. La transition junior-senior est difficile, mais leur faire prendre conscience de ça. Mais bon, je ne suis pas inquiet. Je sais que la plupart sont bien encadrés. Paul-Henri, ça fait 1 heure qu'on papote. Déjà. On va se quitter en musique et j'aimerais que tu choisisses la musique avec laquelle tu aimerais boucler cette discussion. Quel morceau tu voudrais qu'on mette ? Une triste. C'est toi qui choisis. Alors je vais mettre une triste. Et alors, c'est un moment, ça me rappelle bien évidemment un moment triste, mais en même temps, je regrette pas ce moment parce que ça m'a appris tant de choses. C'est la finale de Coupe Davis en 2002. Effectivement, quand évidemment on a perdu, j'ai eu des semaines, des mois difficiles. Et je suis fier d'avoir pu participer et jouer cette finale. C'est un souvenir qui restera gravé toute ma vie. Et effectivement, j'ai beaucoup écouté cette chanson après. C'est Radiohead, Fake Plastic Trees. Merci Paul-Henri. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. Which you bought from a rubber man in a town full